Bonsoir à toutes et à tous. Depuis quelques années, l'adéquation formation-emploi constitue un défi économique important pour les pays en voie de développement. Tous les systèmes mis en œuvre, je dirais presque tous les systèmes mis en œuvre pour adapter la formation à l'emploi ont presque échoué ou l'orientation vers la formation et l'emploi est mal engagée. Conséquence, le sous-emploi, le chômage, l'exclusion sociale et que sais-je encore. Ce soir, mercredi politique sur ETélé, on parle avec nos invités. Je commence tout de suite par Monsieur Boga Koupaki. Il est historien culturel, directeur d'un projet, un projet dénommé Un étudiant, un métier pilule anti-chômage. Également sur ce plateau, Monsieur Augustin Aniquin, il est enseignant. Monsieur Aniquin, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Très bien. Et puis un troisième, Monsieur André Degbayi, il est inspecteur des enseignements secondaires. Monsieur Degbayi, bonsoir. Monsieur l'inspecteur, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Alors, et donc nous allons avec vous aborder la question adéquation, formation, emploi. Tout de suite, je m'en vais poser la toute première question à Monsieur Aniquin Augustin, qui est enseignant. Monsieur Aniquin, quel regard portez-vous sur l'enseignement béninois depuis 1960, après la Révolution jusqu'à nos jours? Bien, ça va être une histoire parce que... De façon très brève pour nous permettre... oui, tout à fait. Depuis 60 à nos jours, on a connu différentes politiques éducatives. Vous savez, de 60 à 72, on a connu... nous venons de sortir de la colonisation. Le colon nous a laissé une pratique éducative. Et avec le temps, les chercheurs, les penseurs, les praticiens de la chose éducative ont pensé autrement en fonction des aspirations profondes de la population, d'autres objectifs par rapport, n'est-ce pas, aux politiques éducatives. Vous savez, pendant la période révolutionnaire, on a aussi connu une forme de politique éducative. Vous vous souvenez, à l'époque, on pouvait même quitter les classes et aller en même temps dans les activités coopératives. Et tout à fait. Et cela a fait que le slogan à l'époque c'était qu'on devait compter sur nos propres forces. Exactement. Pour ne pas dépendre forcément de forces extérieures. Depuis 90, avec le renouveau démocratique, un nouveau cap a été mis et jusqu'à nos jours. Donc il y a eu différentes politiques éducatives. On pourra dire que à chaque période, les différentes autorités ont cherché à accommoder, n'est-ce pas, ces politiques-là en adéquation avec les objectifs qui sont envisagés. Le débat qui reste est de savoir si cela a abouti réellement à un changement. À un changement. Nous aurons le temps d'en parler. Monsieur Degbayi, est-ce que vous avez la même approche de cette politique éducative au Bénin, disons, prenons la période de 72 à nos jours? Merci beaucoup. Vous savez, lorsque vous parlez de politique éducative et que vous voulez axer le développement d'un pays sur l'éducation, il faut tourner l'éducation vers l'intérieur. C'est-à-dire? Lorsque vous recherchez des modèles qui doivent porter, lorsque vous pensez que les modèles sont ailleurs et que vous pouvez aller les copier, quand vous les ramenez chez vous, il n'y aura jamais de point d'ancrage. Vous allez faire des efforts, ça ne marchera peut-être presque jamais. Ça ne marchera presque peut-être jamais. Pourquoi? Parce que le modèle que vous êtes allé copier n'a pas son complémentaire, n'a pas son, comment je vais dire, n'a pas son ancrage, n'est-ce pas, dans votre pays. Je prends un élément simple. Je veux développer un programme pour former des touristes qui vont venir au Bénin. Je vais chercher un programme qui se trouve peut-être en Allemagne ou je ne sais pas où. Et je dis, je vais l'adapter.
comment vous allez faire pour l'adapter au point de donner à l'hôtesse ou de donner à l'agent touristique le comportement du Bénin à travers ce programme, le comportement du Béninois à travers ce programme. Nous avons cette manière de regarder les choses qui consiste tout simplement à regarder les autres en nous. Ça ne marche pas. Merci beaucoup, monsieur. Ça ne marche pas et je finirai pour dire, c'est vrai que M. Aniquin a parlé de cette évolution. Là où nous avons raté le coach, c'est au niveau de l'école nouvelle. C'était une politique véritablement orientée vers l'intérieur. Les gens ont appliqué, ça a marché. Les gens ont appliqué, ça a marché. Mais quand nous allons avancer dans le débat, nous verrons comment nous, les cadres, nous faisons échouer la politique. D'accord. Merci à vous, monsieur. Ce n'est pas une question de choix de politique. De choix de politique. Mais c'est une question de positionnement du cadre dans la réforme ou dans la politique. Très bien. Alors, monsieur Koupaki, est-ce que, selon vous, aujourd'hui, la politique éducative a véritablement échoué et qu'il faut réorienter, en tout cas, cette éducation, comme vos prédécesseurs l'ont dit. Nous aurons le temps de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui cause problème, mais c'est la question que je voudrais vous poser d'abord. Merci beaucoup. Je voudrais, à l'entame, commencer par reconnaître toute la faiblesse de nos systèmes éducatifs de 1960 jusqu'à aujourd'hui. La volonté peut-être va se retrouver, mais je pense qu'il y a une mauvaise application de ce que nous pensons faire, qui n'est pas forcément celle que nous devions normalement suivre. Lorsque le doyen parlait tout à l'heure, je voudrais commencer mon argumentaire à partir de ce moment-là, de l'école nouvelle, sous la Révolution. Et que nous tous, on était conscients de ce que la politique éducative sous le régime du PRPB ou après tout ce que nous savons était une formule qui était plus ou moins en adéquation avec la mentalité daomienne, la mentalité béninoise. Lorsque nous savons véritablement que la politique doit être tournée vers l'intérieur, savoir véritablement ce dont nous avons besoin. Parce que une politique éducative, oui, mais le diagnostic se fait et on se dit, nous allons où? Et à partir de ce moment-là, on peut savoir, on a besoin de quoi pour atteindre l'objectif. Donc, parfois, on oublie peut-être le diagnostic qui doit être fait. On copie peut-être quelque chose, on colle ça mal et on applique mal avec des personnes qui sont normalement bien placées pour pouvoir dire telle manière, ça ne pourra pas marcher, voilà telle que nous allons faire la chose. Et deuxième chose, il y a également les dirigeants qui ont l'idée brute. Et ce sont des spécialistes de la question qui doivent pouvoir l'orienter, l'organiser, façonner les idées de telle enseigne que cela puisse répondre efficacement à la qualité de ce que nous voulons, de la manière dont nous souhaitons la chose. Mais on a constaté que si l'école nouvelle a échoué, c'est simplement parce que quelqu'un a porté le projet, on n'a pas besoin, on ne veut pas de sa tête. S'il réussirait, on dirait que c'est en son temps. Voilà exactement ce qui se passe du Dahomey au Bénin actuellement, ce que nous vivons. Et heureusement que peut-être, je dis encore peut-être que nous venons d'installer encore un système dans un contexte du Conseil national de l'éducation. Je pense que, oui, donc, ça veut dire que jusqu'à présent, nous tous, nous savons que le système éducatif béninois a échoué en matière de relativité, en matière de relation, formation et emploi ou formation et l'auto-emploi. Donc, à partir de ce moment-là, on se remet en cause. On se dit quelle doit être la politique nouvelle que nous devons mener. Mais c'est ensemble que nous devons le faire. Parce que, vous voyez, on a un système éducatif. On aura le temps de rentrer plus en détail dans la question, M. Koupaki. M. Aniquin, et donc, vous, tout à l'heure, dans votre développement, vous avez évoqué, et comme tous les autres d'ailleurs, l'école nouvelle, le canton sur nous-mêmes, sur nos propres forces, comme on l'avait dit. Est-ce que, pensiez-vous, je dirais, que cette politique
coopératives, les activités coopératives, donnaient déjà une ouverture vers l'auto-emploi, formation, emploi. Est-ce que ce qui se faisait répondait aux besoins de l'heure? Tout à fait, parce que après les cours, vous pourriez apprendre par exemple à fabriquer un sac. Est-ce que ce n'était pas des activités juste pour occuper les élèves, des activités distractives? Mais dans le je temps? vous dis Oui. que beaucoup de personnes, à partir de cette pratique de coopérative-là, sont arrivées à lutter contre le chômage, ont pu trouver d'autres activités parallèles en dehors de leurs études. Donc en réalité, ce n'était pas quelque chose qu'on faisait juste pour plaire, mais il y avait une idéologie derrière. Et donc, après les études, on pouvait aller, n'est-ce pas, apprendre des activités pratiques. D'accord, tisser un pagne, savoir mettre en place un jardin, etc. Et donc, cela déjà nourrissait, donnait les germes de l'auto-emploi. Voyez, donc ce n'était pas une chose qui était faite juste dans le cadre d'occuper les enfants. Et je voudrais dire une ou deux choses. Lorsqu'on parle de politique éducative, il faut savoir que elle doit être inspirée de beaucoup d'instruments. D'abord, il faut voir le cadre légal d'une politique éducative. Si je prends le cas du Bénin, par exemple, lorsqu'on veut mettre en place une politique éducative, on doit questionner notre constitution. Ensuite, on doit voir quel type de Béninois on veut construire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, il y a deux mots-clés lorsqu'on parle de politique éducative. Il y a d'abord le sens de l'anticipation et la planification. Lorsqu'on ne joue pas sur ces deux outils-là, on n'aura jamais une politique éducative. Donc, cela doit prendre appui sur l'idéologie. Quand on parle, par exemple, de la période révolutionnaire, il y a une idéologie qui est le fait de compter sur nous-mêmes, nos propres forces, voyez-vous. Et donc, cela est très important. Il faut aussi voir la situation économique. Est-ce qu'il y a crise économique? Est-ce qu'il y a de l'innovation technologique? Tous ces éléments, n'est-ce pas, permettent de mettre en place une politique éducative. Au Bénin, oui, on ne dira pas que c'est la table rase. Beaucoup d'initiatives ont été prises. Il y a par exemple le Bénin à la fin 2025, à l'intérieur duquel, certains documents stratégiques de développement, à l'intérieur duquel un point est réservé, n'est-ce pas, aux politiques éducatives. En dehors de ça, on a eu les états généraux de l'éducation au Bénin dans les années 2003, je crois bien, n'est-ce pas, qui orientent en réalité le secteur de l'éducation dans l'optique de l'adapter, n'est-ce pas, à l'emploi. Mais le problème dans notre démocratie où on est fondé sur l'alternance au pouvoir, cela constitue d'une part, c'est-à-dire en quelque sorte une faiblesse aussi. Parce que lorsque un régime part, la politique éducative qu'il est en train de mettre en place peut-être échoue lorsque un autre s'installe. Donc, il y a beaucoup de choses de telle manière qu'il faut asseoir véritablement des documents stratégiques qui orientent, des documents de planification qui feront que même si un régime s'en va, l'autre qui va s'installer puisse s'en inspirer et amender. Alors, monsieur l'inspecteur Degweye, est-ce que nous allons dire aujourd'hui que c'est des documents stratégiques qui manquent, ce qui a fait que le point d'ancrage dont vous avez parlé est perdu. On n'a pas le point d'ancrage et on a envie de regarder les autres à travers nous, alors que nous avons notre réalité propre à notre économie, nos réalités économiques. Monsieur Degweye. En 1990, il y a eu la loi d'orientation nationale, la loi d'orientation de l'éducation nationale, qui a fixé les bases d'une évolution. Le profil d'entrée comme le profil de sortie dont parle M. Annick, c'est clairement écrit. On a dit dans cette loi que pour entrer au CI, par exemple, il faut avoir entre 5 et 6 ans. Nous sommes d'accord? Très bien. Ce n'est pas un problème de document. C'est un problème de qui applique et qui comprend quoi. Et pour quel but? Ça a été clair jusqu'à aujourd'hui et c'est très clair dans ma tête que ceux qui connaissent n'appliquent pas. Ceux qui connaissent n'appliquent pas? Non, ils ne sont même pas invités.
Et pourquoi ils n'appliquent pas? Parce qu'il y a Puisqu'on parce qu'ils ne sont pas invités. Pas pour ça. Parce qu'ils font peur, en fait. Ils font peur à qui? Le véritable problème aujourd'hui au Bénin, c'est qu'il faut qu'on sache, en fait, qui nous sommes et ce que nous voulons. Les tests sont là, mais sont piétinés tous les jours. Lorsque je dis je veux, en matière de politique, je veux une réactivité à répondre, n'est-ce pas, aux rêves politiques. Nous n'avons jamais ça. La proactivité à réagir aux rêves politiques. Et qu'est-ce que vous appelez rêve? Qu'est-ce que vous mettez dans la politique? J'ai entendu le président Patrice Talon dire bientôt nous allons installer à tous les feux des viseurs, des caméras de surveillance. De surveillance, oui. Nous avons des lycées techniques. Combien de lycées ont pu réagir? Combien de commandants, c'est comme ça que j'appelle ça, de gouvernants, n'est-ce pas, du système, ont réagi à ça? Le programme est où? Ce qui veut dire que le programme existe. Ça veut dire que nous n'avons pas une politique proactive. Nous n'avons pas une politique qui puisse s'adapter aux choses. Il y a toujours des freins. Vous comprenez? Il y a toujours des freins. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. Le premier frein, c'est le manque de diagnostic. Il a dit, mon ami. Le premier frein, c'est le manque de diagnostic. Le deuxième frein, c'est la volonté de liquider, de passer dessus. Oui, bon, ça là, je suis d'accord, mais on fera ça après. Après là, c'est quand? Après là, c'est quand? Il y a l'envie d'effacer la responsabilité. Vous prenez depuis 1895 arrivée d'un colon jusqu'à maintenant, toutes les réformes ont eu les mêmes problèmes. Les réformes sont en fait les expressions même de la politique éducative. Ont eu les mêmes problèmes. On veut faire, on ne fait pas de diagnostic. Ou bien on fait le diagnostic pour agir, on ne tient pas compte du diagnostic. On n'a pas, dans la pratique, dans les faits, nous n'avons pas, dans la gestion de la collaboration entre structures, entre institutions, nous n'avons pas cette vision-là, n'est-ce pas, de cohérence, de sérénité, de proactivité. Nous n'avons pas cette qualité, on n'a pas cultivé cette qualité de faire bien ce que nous faisons. Nous recherchons d'abord ce que nous allons gagner. Je vous dis par exemple, lorsque je dois piloter un système, que je ne fais pas un diagnostic et que je mets en place une politique, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? On appelle ça de la science-fiction. La science-fiction, je rêve. Je veux par exemple que le Bénin ait la même politique éducative que la Finlande. Nous sommes à des années-lumière de ça. Mais c'est ça que nous aimons. C'est-à-dire rêver, faire de la masturbation cérébrale. C'est ça ce que nous aimons. Le concret, il est où? Lorsque vous engagez des situations à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? On efface les responsabilités. Les structures qui sont en place, qui doivent jouer un rôle pour activer cette politique, on les met de côté, on crée des structures ad hoc, et quand ces structures ad hoc ont échoué, on ne sait plus qui il faut responsabiliser. Alors, M. Koupaki, vous avez parlé tantôt de diagnostic, et là, nous rentrons au plein cœur de ça. Le diagnostic aujourd'hui qui a été fait du système éducatif béninois en parlant de la formation et de l'emploi, qu'est-ce que cela a donné? Qu'est-ce qui devait être et qu'est-ce que nous devons faire? Parce que là, la problématique est là, bien posée, il faudra réagir, apporter des solutions, ne plus retomber dans des erreurs.
qu'est-ce qu'il faudra véritablement faire? Je crois que tous les acteurs de l'éducation au Bénin et même tous citoyens normaux, même les parents d'élèves, savent véritablement que le système éducatif béninois ne répond plus aujourd'hui à la question de l'emploi ou de l'auto-emploi après la formation. Parce que quoi? À un moment donné, on connaît combien aller à l'école, combien d'emplois étaient disponibles. Après, on sait combien nous retrouvons avec la gratuité, par exemple, de l'école, combien on retrouve dans les écoles et la disponibilité de l'emploi. Mais pourquoi on se refuse de ne pas avoir une formation, une éducation à l'auto-emploi pour que quelqu'un qui rentre à l'école, à sa sortie, en attendant que l'État n'ait besoin de lui plus tard, qu'il soit déjà opérationnel et pour que tous les problèmes dont nous parlons aujourd'hui, tous les maux de la société que nous vivons, la cybercriminalité, le braquage, ainsi de suite, les problèmes récurrents d'insécurité viennent de ces situations-là. Donc, les dirigeants peuvent régler facilement le problème, puisque quoi? Lorsque vous avez envoyé un enfant à l'école, vous l'avez obligé d'aller à l'école du CI au CM2. Je le dis en toute honnêteté parce que l'enfant, les parents disent, mon enfant doit aller à l'école. Parce que tout le monde va à l'école, on l'envoie à l'école. Du CI au CM2. De la 6e en terminale, de la 6e en 3e, on l'oblige un peu, il est obligé de faire un bac plus 3 ou bac plus 4. Il va au BPC. S'il arrive à réussir et lui-même voit qu'il n'a pas de la compétence pour continuer les classes, les parents commencent par avoir des problèmes avec lui. L'enfant dit, après le BPC ou en classe de 4e ou 3e, je vais aller à l'apprentissage. On dit non. Il faut que tu continues les classes. Parce que Kokou, l'enfant de Kokou, passe régulièrement et que mon enfant échoue. Bon, à partir de ce moment-là, on le chasse de la maison. Alors qu'on pouvait discuter même avec l'enfant, les parents déjà, on dit, mais tu veux apprendre quel métier lorsque tu refuses d'aller à l'école? On discute calmement avec l'enfant et on l'envoie à l'apprentissage. 2 ans, 3 ans, il sort de façon responsable de ce qu'il veut apprendre. Et il devient responsable de ce métier-là, par exemple. Parce que nous n'avons pas... Là aussi, ça dépend de la qualité de l'apprentissage. Oui, le problème, c'est quoi? Oui. Ça, c'est la famille. Oui. Mais le système éducatif, puisque l'article 40 de notre Constitution dit clairement que l'État est garant de l'éducation. Si l'État est garant de l'éducation, la politique éducative doit être orientée, puisque dans votre note introductive, j'ai entendu, vous avez parlé de la discrimination sociale. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est que de façon agréable, donc de façon plaisante, on décide de sélectionner des gens et on refuse d'autres catégories de couches sociales. Alors que c'est ce qui se fait, vous avez totalement raison. Si on avait une politique éducative qui est basée sur maintenant, vous devez aller à l'école, l'État n'a pas la possibilité de vous recruter tous. Après la formation, on verra ce que nous allons faire en son temps, mais pour le moment, chacun doit pouvoir choisir, d'accord, quel avenir il veut mener, et l'État l'accompagne dans ce sens. Je prends simplement un cas. Oui. Le système éducatif dont nous avons hérité, oui, comme tout le monde le partage d'ailleurs, n'est pas adapté à notre réalité, à notre culture, à notre identité, à notre sociologie. C'est de ça qu'il s'agit. Vous prenez par exemple un étudiant qui rentre à l'université, quelqu'un qui rentre à l'université et qui va faire la faculté des sciences agronomiques, purement, il finit bac plus 3, bac plus 5, il veut travailler dans l'administration. Parce que quoi? On est dans un pays où, si tu n'es pas en costume cravate, si tu n'es pas bien habillé et que tu te retrouves derrière un bureau dans une administration, c'est que tu as été un produit gâté pour tes parents. Donc, la mentalité béninoise, on est arrivé à un niveau où on doit se retrouver tous dans l'administration. Tout le monde veut être douanier, tout le monde veut être policier, tout le monde veut être gendarme, tout le monde veut être banquier, tout le monde veut être ci, tout le monde veut être ça. Et personne ne veut aller au champ, et personne ne veut peut-être s'occuper d'un métier de façon fondamentale. Personne ne veut quand même orienter. Et tout le problème, vous savez, il n'y a pas, je continue de le dire, il n'y a pas une politique de soutien dans un métier ou d'équilibrer les choses. On chante tous les jours, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier. Il y a de sous-métier au Bénin. Parce que quoi? On ne regarde pas de bon oeil celui-là qui décide de se retrouver dans un autre secteur privé ou paraprivé. On
on pense que lui, il est un fainéant, lui, il est repos, il est marginalisé dans la société. Donc, tout le monde se dit, bon, je vais à l'école, et parfois, il y a des gens qui finissent l'université, et c'est après ça, ils disent aux parents, bon, vous m'avez demandé de faire un master, je l'ai fait, mais est-ce que vous pouvez me libérer pour que je puisse aller faire ce dont j'en ai besoin. Merci à vous, M. Koukouaki. Monsieur Anikin, le diagnostic est posé. Aujourd'hui, faudra-t-il continuer à former, quand je prends l'université par exemple, former des gens de la faculté des droits pendant des années, on en a plein aujourd'hui, alors que en agronomie, on a besoin des techniciens. Ça dit l'auto-emploi, on doit cultiver la terre, il y en a en abondance, et des milliers, plusieurs projets ont été, en tout cas, montés dans ce sens, même par les partenaires techniques et financiers. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce qu'il faudra continuer? Est-ce qu'il ne faudrait pas fermer peut-être certaines facultés pendant un temps, le temps de redéployer ces étudiants dans d'autres domaines plus productifs qui répondraient à nos besoins macroéconomiques? C'est vrai que ce discours se tient, qui consiste à dire qu'il faut fermer certaines facultés, certains départements. Quoique je ne sois pas totalement d'accord avec un tel discours, je reconnais quand même qu'il faut limiter, qu'il faut recadrer ou qu'il faut réorienter, n'est-ce pas, les formations au niveau de ces facultés, au niveau de ce département, pour les rendre plus attractifs. Vous voyez. Alors, la problématique formation, emploi, est à prendre au sérieux. Et dans ce cas de figure, il faut dire que nous devons comprendre qu'aujourd'hui, l'État-providence n'est plus. Le moment où l'État fournit tout, garantit tous les besoins aux citoyens, cette période est terminée. Nous sommes dans un environnement beaucoup plus libéral. Et lorsqu'on parle d'environnement libéral ou néolibéral, nous sommes alors dans un contexte où le marché passe avant l'individu. Or, pour aller sur le marché, il faut des compétences. Et ces compétences ont besoin d'être forgées en fonction des réalités et en fonction du besoin du marché. Aujourd'hui, on constate que les formations ne répondent pas convenablement, n'est-ce pas, aux besoins du marché. Il y a beaucoup de formations. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Oui, justement. C'est le diagnostic que vous justement, posez, mais ce qu'il faut faire, il y a beaucoup à faire. Par exemple, est-ce que vous savez comment on valide l'agrément, n'est-ce pas, des universités privées au Bénin? À part les pièces administratives, est-ce que ça intéresse réellement à leur programme? Quand vous prenez toutes les universités privées du Bénin, c'est ni plus ni moins les mêmes filières, les mêmes programmes. Et ces programmes-là ne tiennent pas compte des réalités, des besoins du marché local. Mais c'est parce qu'un promoteur d'université privée a vu une formation à l'étranger, il a trouvé ça intéressante, il l'importe chez lui, et voilà, on fait de la com autour, et l'année qui suit, ceux qui sont en première ou bien en terminale, qui ont le bac, on dit, bon, waouh, il y a une nouvelle filière, on se jette. Donc, on a des filières à cravate qui, finalement, ne donnent pas accès, n'est-ce pas, à l'emploi. Et donc, il serait intéressant que désormais, pour valider les programmes, ou bien pour donner l'agrément à une université privée, qu'on puisse voir le contenu de sa formation, les filières qu'il propose. Est-ce que ces filières-là sont en adéquation avec les besoins du marché? Il faudrait aussi qu'on associe, n'est-ce pas, les privés, les chefs d'entreprise, pour analyser leurs besoins et en tenir compte, pour mettre en place, n'est-ce pas, des curricula de formation. Mais si on va toujours voguer à la chanson de la mode, on va former, n'est-ce pas, des diplômés, mais qui seront forcément des chômeurs. Quand vous êtes dans nos lycées techniques, il y a des formations pratiques. Il y a par exemple des filières comme IMI, des filières comme DPB OG, donc des géomètres, des gens qui sont des maîtres anciens en informatique, des gens qui s'occupent du revêtement, n'est-ce pas? Il y a des électrotechniciens, etc. Et ceux-là,
après leur CAP, leur DTI, n'est-ce pas, sont déjà capables d'être employés sur le marché. Pendant ce temps, dans les facultés, dans les filières dites classiques, il faut faire bac plus je ne sais combien pour proprement chômer. Et donc, il faut revoir tout le système. Tout le système est malade. Voilà. Il faut revoir. Et monsieur l'inspecteur Degbeyi, si nous devons partir de la base, par exemple, je sais que M. Koubakou a envie de parler. Oui, je voulais, avant que... Oui, c'est pour revenir sur un aspect avant que le doyen ne parle, parce que il y a un aspect qu'on ne doit pas oublier. En matière des facultés, des écoles aujourd'hui qui sont affermées ou tout ça, je crois que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas du tout au niveau d'une formation affermée ou qui ne répondent pas. Il faut voir la politique d'accompagnement pour la dualité de la formation. C'est-à-dire quoi? Au même moment, la formation est faite. Parce que quoi? Il est difficile. Tout le monde dans un pays sérieux a droit de connaître ses droits et devoirs. C'est-à-dire, quand vous avez envie de faire le droit, vous allez le faire. Si vous ne le faites pas plaisir, pour connaître vos propres droits et devoirs, vous le faites. Tous ceux qui vont s'inscrire en droit ne le font pas pour forcément être avocat ou huissier, pour être notaire, non. Il y a des gens, des curieux, qui vont faire le droit pour savoir plus. Et je pense même que chacun, normalement, chaque Béninois doit pouvoir aller, après le bac, s'inscrire à la faculté de droit pour savoir véritablement, pour ne plus être ignorant, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque nous prenons d'autres facultés, il y a toujours qu'ils répondent à un certain nombre de choses. Lorsque je vais à l'université, j'ai une formation à faire, c'est à moi de savoir, puisque l'État n'a pas déjà mis une politique en place pour qu'à la fin de mon formation, je puisse être opérationnel, c'est l'individu qui doit voir comment est-ce qu'il va le faire. Deuxième chose, je ne suis pas totalement également d'accord lorsque on incrimine par exemple les universités privées. Il y en a des universités privées, franchement, qui donnent même plus de l'emploi que certaines universités publiques. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des formations qui sont automatiquement opérationnelles lorsqu'on finit. Nous savons que tout n'est pas rose, tout ne se fait pas bien. Mais au même moment, il faut reconnaître que je ne suis pas en train de défendre, je ne suis pas promoteur ni enseignant dans une université privée, mais je dis qu'il faut pas dire des choses pour que ça nous rattrape. Maintenant, puisque je brûle, avant que le doyen ne parle, parce que aussi, vous savez, le projet dont nous parlons aujourd'hui, parce que nous sommes dans le concret dont nous parlons, le cabinet Afrique Management Consult, AMC, qui est un cabinet d'expertise et d'études. Vous faites pas de la publicité pour Non, je ne fais pas de la publicité. Je suis en train de parler du projet, un étudiant, un métier, pilule anti-chômage. Et c'est un projet qui permet à l'étudiant, par exemple, le cabinet met chaque étudiant qui veut aller apprendre un métier, il envoie apprendre le métier. Et c'est gratuit, hein. Il suffit que tu t'inscrives, c'est à 0 francs. Tu t'inscris à tes heures creuses, puisque les professionnels des métiers, il y a beaucoup de métiers qui ont été sélectionnés au niveau de l'État, qui sont sélectionnés. L'étudiant s'inscrit, le cabinet l'envoie de façon gratuite à aller suivre la formation. Et le projet, l'ambition, c'est d'atteindre au moins 1 million d'étudiants chaque année. Et ça va permettre à l'État, ce n'est pas cette affaire de vous avez trouvé un emploi de 6 mois, non, vous apprenez un métier, il y a la menuiserie, la maçonnerie, il y a l'électricité, il y a la coiffure, il y a la couture, il y a le froid, il y a la pâtisserie, il y a le make-up, il y a plein d'autres choses aujourd'hui qui va permettre à l'étudiant à ses heures creuses d'aller faire son métier et même après ses études, ouvrir facilement son atelier parce qu'il serait déjà détenteur de son diplôme de formation. Parce que il y a des gens qui ne comprennent pas. Nous allons écouter l'inspecteur, monsieur Koubakou, vous aurez le temps de revenir. Nous allons écouter l'inspecteur Degbeyi parce que voilà, les problèmes sont là. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, on a besoin des techniciens dans la numérisation, en numérique par exemple. Nous avons des terres. La terre ne ment pas, dit-on. Nous avons besoin des techniciens aujourd'hui pour la maintenance de tout ce qui est électronique, de tout ce qui est technique, électromécanique. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas aller orienter notre formation, depuis peut-être le secondaire, vers ces filières porteuses d'avenir, comme on le dit?
nous n'allons pas insulter le Bénin. Sur les papiers, tout ça et nous n'allons pas être négatifs non plus sur toute la ligne. Sur le papier, tout ça est organisé. Je vous dis, vous avez, par exemple, par rapport à la politique de l'ETFP, vous avez un cadre national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui fait ce qu'on appelle la table sectorielle. La table sectorielle, c'est quoi? C'est étudier les opportunités en termes de métier pour dire tel métier est porteur, tel n'est plus porteur, voici un métier d'avenir, etc. Cela existe. Nous sommes d'accord. Si on décide d'implanter un métier, le travail qu'on a à faire, c'est d'aller rechercher au niveau de ce cadre quels sont les métiers porteurs. Est-ce que ce métier est là-dedans? S'il n'est pas dedans, on refait la table sectorielle à son niveau pour voir quelles sont en fait ses caractéristiques par rapport aux besoins qu'on a sur le terrain. Ou bien, on a carrément identifié les caractéristiques de ce métier et on fait entrer ça dans un système pour que ça génère des professionnels. Mais je vous dis, lorsque c'est comme ça, une structure va fonctionner et va donner la main à une autre structure. Et celle-là va donner la main à une autre. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce que vous voulez dire de façon si le CN finit de faire son travail, oui, le CN va passer le témoin à celui qui fait les programmes. Et celui qui fait les programmes va passer la main à la direction de l'enseignement technique pour implanter le système. Est-ce que cette structure-là fonctionne en symbiose? Non, attention, parce que tel que c'est fait aujourd'hui, le CN a plein pouvoir. Je ne parle pas du CNE, je parle du cadre national de concertation. Ok, cadre national par rapport à l'enseignement technique. Ça fait un premier problème. D'accord. Le deuxième problème, je veux d'un emploi. L'enseignant qui va l'enseigner là, il est où? Il a quelle qualité? Il faut qu'on se regarde. Il ne suffit pas de dire je veux. Après, parce qu'un système, c'est quoi? Je veux. J'ai un contenu. Il y a toute une politique d'accompagnement. Il y a des orientations à faire. Mais parmi les moyens qu'il faut, il y a l'enseignant. OK? Combien voient leur formation renouvelée? Il y a l'enseignant. Combien sont véritablement formés, qui ont reçu une formation initiale? Comment est-ce que la formation continue remet en selle? Oui, tout ça, monsieur l'enseignant, monsieur l'inspecteur, nous sommes dans le schéma de diagnostic. Mais maintenant, je ne suis pas dans le schéma de diagnostic. Moi, j'ai déjà dépassé le diagnostic. Si nous voulons que ça marche, oui, il faut que nous nous occupions de la formation des enseignants. Il faut que les enseignants soient formés de façon opérationnelle, de façon à avoir la qualité. J'ai tout le temps discuté avec certains enseignants de l'enseignement technique, on ne s'entend pas beaucoup. Tu es, par exemple, dans STA, dans les sciences et techniques agricoles, et toi-même, tu n'as pas un espace d'exploitation. Tu n'as pas un espace d'exploitation. Quels sont les exemples que tu veux utiliser? Quels sont les exemples que tu veux donner aux élèves? À quoi tu veux les conduire? Quand vous parlez d'espace d'exploitation, une ferme par exemple, ne serait-ce que d'un hectare, tu es dans la construction métallique, oui, tu n'as pas un atelier de soudure. Et vous êtes professeur enseignant. Et tu es professeur, tu es enseignant. Il n'y aura que la théorie. Tu es menuisier, on n'a même pas un rabot chez toi, on ne voit pas une petite scie dans ta maison. Comment ça va se passer? Il y a les structures, il y a la décision de vouloir le faire, mais il y a la volonté des acteurs à s'engager dans le système. Il y a la volonté des acteurs à rentrer dans le système. Et que chacun, parce que vous savez, le pays a pris à faire les trucs, le président de la République qui veut une chose pour son pays ne va pas aller remplacer l'enseignant pour le faire à sa place. Il a mis des décideurs à différents endroits du système. Il ne va pas aller remplacer ces décideurs-là. Il faut que nous ayons la volonté de faire et de bien faire. Très bien. Quand le président dit
Goïk Péré, non, des gens rient. Mais moi, ça me travaille. Parce qu'il dit, c'est pour ça que je veux que lorsque je mets mon nom sur quelque chose, que cela marche. Si je suis cadre à diriger un système de formation, il faut que je le dirige avec toute la tête et toute la sérénité. Quand je suis un enseignant chargé de former, il faut que je puisse m'engager à former avec toute la sérénité que cela nécessite. Monsieur Théodule, vous prenez un enseignant qui lui-même ne sait même pas ce qu'il veut aller faire. Il est sorti d'une école. Il ne sait pas toujours comment il va faire. C'est un problème. Les moyens sont mis à disposition mais ne sont pas opérationnalisés. Il faudrait qu'on pense à ces choses-là. Et tant qu'on ne va pas résoudre ces problèmes-là, ça va poser... Parce que, on dit, nous avons les grands travaux dans le pays. On veut construire un truc de 24 niveaux, 50 niveaux. Hein? Celui qui veut installer les ascenseurs, là, vous l'avez déjà formé. Il a reçu la formation. L'automatisme, il est formé à ça. Il a quelle qualité? Le formateur lui-même a quelle qualité? Aujourd'hui, si vous voulez réparer d'ascenseur, il faut aller à Lomé chercher les gens. Ceux qui sont ici sont utilisés comme des assistants à ceux qui viennent. Bon, donc, le problème, c'est dans la volonté de prendre en main, de faire correctement ce qu'on doit faire en dehors. Je vous ai dit, on n'a pas de problème de test. Actuellement, les gens sont en train de mettre des stratégies pour le développement de l'enseignement technique. Ils sont en train de courir pour chercher les moyens pour mettre tout ça en œuvre. Mais le moyen humain qu'il faut, j'espère qu'ils sont en train de courir pour ça. Et j'espère que les enseignants vont porter véritablement le message. Est-ce que la proactivité est développée? Donc, voilà les choses qu'il faut faire. D'accord. Il faut former correctement l'enseignant. Il faut lui permettre de développer une expérience personnelle, une expertise personnelle à travers son système personnel d'exploitation, d'où il va tirer les exemples pour accompagner. Monsieur Aniyekin, est-ce que vous partagez, vous avez écouté Monsieur Koupaki, vous avez écouté Monsieur Degouaï, l'inspecteur, vous êtes aussi enseignant, au regard de tout ce que vous vivez, la solution est tout aussi là, parce qu'il faut aujourd'hui des gens, des pratiques, des enseignants qui ont la pratique, qui ont la main, n'est-ce pas? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Bien sûr, bien sûr. On en a besoin parce que, comme le doyen l'a rappelé, on ne peut pas être dans une formation professionnelle technique et ne parler que de la théorie. Autant aller à la fac. Maintenant, avant d'évoluer, je voudrais repréciser ma pensée parce que Koupaki a semblé mal comprendre mon intervention. Je n'ai jamais dit que les privés sont inutiles. J'ai dit, je regrette le fait que dans presque toutes les universités privées, il y ait les mêmes formations. Cela renforce le chômage parce que les besoins sont limités. Mais en formant un emploi finir dans la même filière. C'est ça. L'autre chose, s'il m'a bien écouté, je n'ai pas dit que c'est pour la fermeture des facultés ou des départements. J'ai bien dit que ce discours se tient et que, d'une part, je partage, je vois ce que les gens disent à travers il faut fermer, mais qu'en réalité, il faut redynamiser. Il faut faire une nouvelle orientation, n'est-ce pas, de ce qui est fait dans ces facultés classiques pour une adaptation sérieuse en fonction des besoins qu'on a. Parce qu'il n'y a aucune filière qui soit si inutile pour être fermée. Là, c'est clair. Maintenant, les solutions, nous en parlons. Oui, Koupaki en a parlé, le doyen aussi en parle. Le doyen a mis l'accent sur la formation. Parce que la formation de l'enseignant... Des formateurs. Les formateurs eux-mêmes ont besoin d'être formés suffisamment que leur formation soit orientée vers la pratique. Tout à fait. Et il faut des recyclages. Oui. Donc, et là, cela nécessite un accompagnement, un investissement. Parce que lorsqu'on est dans l'enseignement technique professionnel, l'investissement est lourd. Les machines, c'est-à-dire le matériel de travail, ça coûte beaucoup. Et donc, cela fait que des fois, à titre individuel, ces praticiens n'arrivent pas, n'est-ce pas, à se doter
du matériel de travail qu'il faut. Mais pourquoi l'enseignant celui qui enseigne, non, même dans les univers, le matériel ne manque pas pour autant que ça. Je viens, doyen. Le matériel ne manque pas pour autant que ça. C'est déjà pour tourner le matériel qu'il faut que nous recherchons. C'est ça. C'est ça que nous cherchons. C'est ça. Il y a du matériel parce que le professeur qui poireaute, qui j'espère que il faudrait que les gens qui sont à même de faire tourner le matériel, qui est là tout au moins, pour régler les problèmes, il faut qu'on en trouve. Des gens sont formés. Après, quand ils doivent aller faire, on passe à côté, on détourne les choses, et on va tout simplement commencer par faire la on a détourné quoi? On est beaucoup plus détourner la formation. Je ne vais pas parler d'équipement. Je ne parle pas du détournement de l'équipement. Je parle du détournement de la formation. D'accord, nous allons laisser on contourne les choses. Oui. Il faut qu'on ait le courage de dire que lorsqu'on vous envoie faire et que vous êtes payé à quelque chose, il faut faire ce pour lequel vous êtes parti. D'accord. Oui, je maintiens ma position. Oui. Je reconnais qu'on a besoin de formation, mais je reconnais, je dis qu'il faut aussi renforcer le matériel. Le lycée dans nos pays, oui. Ce n'est pas encore ça. Moi je travaille dans un lycée. Ce n'est pas encore ça. Qu'est-ce que vous reprochez? Non, je ne reproche rien. Non, mais ce n'est pas... Qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce que nous parlons de solutions. En fait, nous parlons de solutions. Oui, nous sommes il y a du matériel qui existe. Mais aujourd'hui, il faut des matériels de pointe, de dernière génération. D'accord? Mais le peu qui est là est mal utilisé, n'est pas utilisé à bon escient. Vous n'avez aucune preuve pour le dire. Non, allez à Pondéou. Vous n'avez aucune preuve. Allez à Pondéou, du matériel est là, n'a même pas été déballé. Le matériel est là. D'accord. Il y a un certain nombre de choses qui existent. Il faut que on dise, j'utilise un avant d'aller à deux. Il faut que le débat soit équilibré. Oui, mais tu as eu un temps de parole assez long. Non, pas du tout, monsieur Koupati. Vous avez préféré donner la parole parce qu'ils sont deux. Non, pas du tout. Je crois que nous devons rester dans le cadre de la thématique que nous sommes en train de développer. Absolument. Parce que nous sommes en train de parler de la complicité de la formation et de l'emploi pour régler un problème de sous-emploi, un problème crucial qui aujourd'hui, depuis des années, préoccupe même l'Organisation des Nations Unies, la CEDEAO, tout le monde. Justement, ça m'amène à vous poser la question. Est-ce que les réalités aujourd'hui que nous avons, comment faire pour que ça puisse répondre? C'est ça, je dis. Voilà, nous tous, nous savons aujourd'hui que sur le marché actuellement, il y a des diplômés, c'est-à-dire il y a une jeunesse suffisamment diplômée. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est-à-dire, on est pratique. On est pratique, on ne bavarde plus. Parce que le Béninois, on bavarde trop au Bénin. Actuellement, là, il faudrait véritablement envoyer des gens. Et je vous parle tout à l'heure d'un projet. Parce que les gens ont déjà le bac. Ils sont venus à l'université. Ils vont sortir maintenant et commencer par dire encore qu'il n'y a pas d'emploi. Le gouvernement ne donne pas d'emploi. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. D'autres iront faire des stages de formation. Par exemple, pour l'ANPE, un projet noble, mais il y a ceux qui vont même faire ces stages de professionnels là, ils finissent, ils ne réfléchissent même pas à comment ils vont reprendre une vie nouvelle après ces stages. Alors qu'il y a un temps pour ça. Vous n'avez pas d'emploi, vous allez peut-être vous initier à l'emploi et vous revenez à la maison, vous ne commencez pas encore crier. Nous sommes en train de dire aujourd'hui, le problème, ça c'est encore en arrière. On a pris, nous, par exemple, nous avons pris avec le projet dont je vous parle, on a pris le cas des étudiants. On suppose que vous avez le bac. Et lorsque vous avez le bac, vous êtes déjà suffisamment instruit. Et que vous allez vous faire former, faire une formation en plus de ça, vous serez dans la créativité. Parce qu'aujourd'hui également, nous sommes à l'ère de la technologie. Lorsque vous apprenez un métier, il faut avoir de la possibilité de création. Donc à partir de ce moment-là, tout étudiant à l'université aujourd'hui qui voudrait bien son avenir sans l'État, c'est-à-dire l'auto-emploi, doit pouvoir s'inscrire et qu'on l'envoie en formation, qu'il apprenne un métier pour qu'il ne sorte pas. Le jour où s'il est bon et que l'État décide un jour de recruter, tout le monde sait que l'administration aujourd'hui, avec le système de la technologie, avec beaucoup de choses qu'on est en train de réduire, l'État a besoin moins de recrues. Et que vous voyez tous ceux-là qui sont formés. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la création du village universitaire. Très bien. Le village universitaire, actuellement, avec le professionnel des métiers,
avec qui nous sommes en collaboration, qu'on remercie au passage parce que c'est de façon gratuite. Ils apprennent le métier aux étudiants parce que c'est une couche très sensible. Et deuxième chose, le village des métiers. Depuis 2016, nous sommes en train de faire le travail. On a signé déjà un protocole d'accord avec le rectorat parce que ça va se passer. Il y a un problème qui se pose, dont on a parlé, M. Debré en a parlé. Oui. Il y a la formation des formateurs. Est-ce que les formateurs, merci beaucoup. On ne peut pas commencer une telle, je dirais, initiative sans pouvoir faire référence aux professionnels. Qu'on le veuille ou non, il y a des professionnels. Même lorsque vous prenez l'EPAC, l'école polytechnique avec génie civil, mais il y a des professionnels qui viennent quand même montrer comment ça se fait parce qu'ils sont dedans. Et tous ces métiers dont nous parlons, il n'y a pas encore... au Bénin, comme je le disais tout à l'heure, quand vous avez, par exemple, ceux que nous avons copiés ailleurs, il y a des gens qui font des doctorats en couture, des doctorats en coiffure, ainsi de suite. Mais il n'y a pas ces filières au Bénin. Mais comment vous voulez que ça se fasse si ce n'est pas ceux-là qui l'ont appris sur le tas, de venir d'abord commencer par former ceux-là qui ont besoin de la chose et avec les aptitudes. Et les enseignants qui sont là, qui sont en tout cas nommés les officiels, qui sont là, pourquoi s'ils veulent pas, oui, mais ils répondent pas. En fait, il y a plus de l'à peu près. Il y a plus de l'à peu près. Et qu'on soit obligé de faire appel. Heureusement que nous sommes avec un président de la République aujourd'hui qui sait là où nous devons aller et qui est en train de régler beaucoup de problèmes. Il faut le remercier pour ça parce que il faut mettre celui qu'il faut à la place qu'il faut. Absolument. Vous dites que vous êtes dans une formation technique et professionnelle. Vous ne savez pas faire la chose. Non, on est en train de faire de l'à peu près. Le doigt l'a précisé tout à l'heure. Vous dites que vous formez des gens pour le travail de la terre et que vous-même vous n'avez pas une petite portion d'expérience ou d'expérimentation. Comment est-ce que vous voulez convier ces étudiants-là le faire? Finish, vous allez avoir des ingénieurs, agronomes qui veulent. Il y a même des étudiants qui ont eux aussi des fermes, des hectares de fermes. Des étudiants qui ont compris. Qui sont là-dedans. Voilà que leurs formateurs ne veulent pas aller comprendre, aller apprendre. Parce que lorsque vous restez dans une dynamique de ce que l'emploi, je peux créer l'emploi, je peux m'auto-employer, vous donnez comme ça de la bénédiction à votre pays. Si vous attendez que le pays qui vous a formé, qui vous a tout donné, vous allez encore croiser les bras pour qu'il vous redonne encore à l'âge de la maturité, je pense que là, on est en train de passer à côté. Aujourd'hui, nous devons faire du concret. Malheureusement, moi, si ça me venait de donner mon expérience, moi, je suis maître coiffeur en dehors des études jusqu'à l'école doctorale. Je suis maître coiffeur depuis la classe de 4e. Depuis la 4e? La 4e, je suis maître coiffeur. Et je pense que c'est ce qui m'a permis même de faire l'université. Parce que personne ne m'a jamais envoyé Gary 5 francs quand je suis rentré à l'université. Donc, il fallait coiffer les amis, il fallait faire ci, faire ça, depuis le collège jusqu'à l'université. Donc, on parle aujourd'hui avec beaucoup plus de précision, je le dis en toute sincérité. Donc, apprendre la coiffure à quelqu'un aujourd'hui, avec tout mon talent, tout ce que je peux faire en ça, je peux le faire s'il y a une possibilité de faire. Est-ce que vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir un atelier c'est même en cours. C'est en cours actuellement de construction. Ah oui? Oui, parce que il y a toujours un atelier, mais qui n'est pas à Cotonou, hors de Cotonou, dans lequel je travaille par moment. Vous formez des gens? Oui, j'en ai formé plein, mais pourtant ça ne m'a pas formation bien soutenue en tout cas. C'est quand même qui doit nourrir. Si c'est que le système dont nous sommes retrouvés dedans avait la possibilité de former quelqu'un pour qu'il ait une licence, un master, un doctorat en coiffure, c'est ça. Moi je l'ai fait. Il n'y en a pas. D'accord. Voilà. Merci à tout chacun. Nous sommes pratiquement vers la fin de l'émission. Monsieur l'inspecteur, oui. Oui, solution. Oui. Solution, oui. Il faut qu'on ne se leurre pas. Parce que quand vous voulez former les hommes, il faut prendre toute la responsabilité. Très bien. Je félicite le projet, mais j'ai vraiment pas envie que ça soit du saupoudrage. Il faut que les gens fassent les réglages corrects. Il faut que les gens fassent les réglages corrects. Première chose, j'appelle à la proactivité des acteurs de formation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Réagir au quart de tour pour donner à chaque Béninois le métier qu'il veut apprendre. Réagir au quart de tour. Si je veux être mécatronicien et que la filière n'existe pas, je fais quoi?
je suis obligé de sortir si j'ai les moyens. Si je n'ai pas les moyens, je suis obligé de me contenter de la mécanique ou aller me contenter, par exemple, de l'électronique ou de l'électricité. J'aurais pu faire les deux ensemble, les trois ensemble. Donc, il y a la proactivité. Et il faut renouveler, dans cette proactivité, renouveler les métiers porteurs. Parce qu'il y a des métiers, le gars pense que c'est ça qui est bon, il va dedans et trouve que c'est vide. En fait, c'est pas ça. Et ça ne marche pas. Il faut former les formateurs. Former les formateurs à la pointe de la qualité qu'on veut que les produits puissent développer. Si je veux un ascensoriste d'un niveau ingénieur, il faut que je puisse avoir quelqu'un capable de former, d'ingénieur en matière de développement de l'automatisme. Si je ne peux pas avoir ça, ce n'est pas la peine. On a demandé, même ici de l'électricité, on a demandé des qualifications, on en a trouvé facilement. Bien sûr. Mais on a fini par trouver. Et c'est aux endroits où on les attend le moins qu'on les trouve. C'est ça qu'il faut faire. D'accord. Il faut donner la possibilité aux jeunes, comme ce qu'il dit là, de se reconvertir. Et qu'eux-mêmes aient la volonté de faire autre chose. Il ne sert à rien d'avoir été à l'université, d'obtenir une licence ou une maîtrise, et de continuer à lier les plats avec les petits frères à la maison. Il faut bouger. Nous avons cette mentalité de choses. Il faut faciliter la mise en place et le développement des entreprises dans le pays. Vous avez formé 24, par exemple, vous avez formé 24 machinistes imprimeurs. Ils sont sortis 24. Nous avons combien d'imprimeries? L'année qui a suivi, vous formez 24 autres. Chaque imprimeur, avec le développement de son entreprise aujourd'hui, a besoin de recruter combien de machinistes? Si nous n'en avons pas assez, ils ne pourront pas travailler. Il y a des métiers, vous avez beau vouloir, ce n'est pas facile de créer son emploi tout de suite. Vous comprenez? Donc, il faut faciliter le développement des entreprises. Il faut faciliter également l'accès aux ressources. Faciliter l'accès aux ressources. Les ressources, ce n'est pas toujours de l'argent. Mais lorsque une école s'installe, une entreprise s'installe, il faut lui permettre d'avoir au moins de renforcement de capacité pour ces comment je vais appeler ça, pour ses employés. Ça, pour le personnel. Et il faut tourner le regard vers l'intérieur et chercher les besoins du Béninois et former les gens pour aider le Béninois à régler ses besoins. D'accord. Si vous formez les gens, parce qu'en France on les a formés, parce qu'en Israël on les a formés, et que nous n'en avons pas besoin ici, ils sont là à traîner aussi. Ils viennent, ils disent, bon, moi, j'ai fait les maths spécialisées, j'ai fait ceci. On leur dit, allez enseigner les maths spécialisées à vos frères à l'université. Ils disent, non, il n'y a pas les infrastructures là. Et tu es à la maison d'un homme. D'accord. Donc, il faudrait que nous puissions réfléchir. Merci, monsieur Annick. Votre mot de fin? Oui, je crois que le doyen a pas tout dit en matière de solutions. Donc, je voudrais appuyer pour dire que les politiques éducatives doivent prendre appui, n'est-ce pas, sur les besoins, n'est-ce pas, de nos populations, nos aspirations profondes, quel type de Béninois on veut pour les 20 prochaines années. On étudie, n'est-ce pas, le marché, les besoins futurs, n'est-ce pas, et anticiper. Il faut aussi tenir compte des besoins parce que nous sommes dans un espace régional et il faut aussi tenir compte, n'est-ce pas, de cet espace-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la disposition de la communauté qui nous entoure afin de participer à la construction de l'espace. Et tout cela va permettre de temporiser, de maîtriser tant soit peu l'élan du chômage. Il faut aussi démultiplier les lycées techniques. Cela est très important. On en a très peu au Bénin. Et aujourd'hui, si on doit parler véritablement de l'adaptation au emploi et
formation emploi. Il faut vraiment multiplier les lycées techniques, les doter d'enseignants qualifiés, et aussi mettre à disposition le matériel nécessaire qu'il faut pour que de façon dynamique cela puisse accompagner le développement. Parce qu'en réalité, une formation, c'est avant tout un outil de développement. Très bien. Monsieur Koupaki. Oui, je pense que comme son nom l'indique, certes, nous sommes en train de dérober, on ne reste plus dans le cadre de l'éducation, mais on parle de l'enseignement. Ça commence pas, depuis là, le problème a commencé par être posé. Le diagnostic est là. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure qu'on est déjà dans le concret. Le problème est là. On a trouvé la solution qu'il faut pour la jeunesse béninoise de s'auto-employer. Parce que quoi? Et je l'ai dit tout à l'heure, le rectorat a signé un accord, un protocole d'accord avec le cabinet qui, de façon progressive, on a dans le protocole, il y a qu'on doit nous donner le domaine pour la construction du village des métiers. On attend que ça. La semaine passée, on a rencontré le chef cabinet. On a envoyé... Donc, de façon pratique, de solution, en fait, nous sommes là beaucoup. Le projet un étudiant, un métier, pile l'anti-chômage est une solution adéquate que l'État même de sa position actuelle doit pouvoir venir au secours de porter de ces projets-là et l'accompagner parce que c'est bénéfique pour toute la nation. Je vous ai dit que c'est un projet gratuitement. Dans ce pays, on ne peut pas envoyer quelqu'un à la formation gratuite, mais on le fait parce que l'État nous a déjà tout donné et nous on le fait également. Donc, pour remercier... Monsieur Moussa, oui, je voudrais quand même placer un mot sur l'auto-emploi. Oui. Ne prenons pas ce vocable comme une panacée. Cela s'organise. Si je vends le pain et que mon voisin vend le pain et l'autre vend le pain, qui va acheter chez qui? Cela doit se planifier, s'organiser. Vous comprenez? Les deux doivent aller de pair. Si ce que j'ai envie de développer personnellement par rapport à l'auto-emploi, si je n'en ai pas les coudées franches, si je le fais et que je n'ai pas un marché pour ça, c'est des choses à organiser, à structurer. Le besoin est là. Ne prenons pas l'auto-emploi comme de l'incantation. D'accord. Mais que cela s'organise. C'est concret. Que cela s'organise. Merci à tous. Merci à vous, monsieur Boga Koupaki. Il est historien culturel, directeur de projet. Nous avons également sur ce plateau monsieur André Degbaigny, il est inspecteur des enseignements secondaires. Et puis nous avons monsieur Augustin Aniquin, il est enseignant. Ensemble, chacun a donné son point de vue. Mesdames et messieurs, nous vous avez suivis. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé toutes les questions, de vous avoir satisfait. C'est vrai que l'État a pris ses responsabilités en instituant le Conseil national de l'éducation qui a le gros du travail à faire. Les spécialistes sont encore là, ceux qui sont dans le domaine, qui participent à l'élaboration des documents et qui participent à l'élaboration des projets de développement pour l'adéquation, formation, emploi soit une réalité et qui répondrait aux besoins de notre pays, de notre économie, de nos réalités socio-économiques et culturelles. Voilà, nous le ferons. Nous reviendrons en tout cas sur ce sujet tout en abordant d'autres angles. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Merci de nous accorder de votre temps à nous suivre sur ETélé et sur Mercredi Politique. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine, mercredi prochain. Bonsoir chez vous.